Bonjour tout le monde, bienvenue pour un... Là, j'avoue que chaque fois, je dis que j'ai oublié le compte, là, mais là, c'est vrai. Je pense qu'on est peut-être autour du 13e en direct de l'Exèdre. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. On a des petites actualités à vous dire pour commencer, puis ensuite, on va y aller là, gaiement avec nos multiples suggestions. D'abord, on a recommencé la saison des lancements. On a repris les activités après presque 2 ans de tranquillité en nos murs. Ça a commencé la semaine passée avec le lancement de Joël Bégin, un petit gars du coin qui... Bon, on voit pas trop bien, voilà, un petit gars de Trois-Rivières qui nous arrive avec en grand avec Plessis qui a remporté le prix j'ai un blanc. Le prix Robert Clich, voilà, mais on pourra en parler davantage quand il est dans les suggestions d'une de nos libraires. Fait que ça a bien été, il y avait beaucoup de monde, on a trouvé ça trippant de vous revoir parmi nous, donc ça continue en force dans 2 semaines avec le lancement d'Alexandre Gauthier, qui sort son premier roman jeunesse, un autre petit gars de Trois-Rivières. Il y a du talent en Mauricie. Gros Ninja chez La Bagnole, un roman jeunesse dont on pourra parler plus amplement peut-être lors d'un prochain en direct. On s'en voudrait de passer sous silence le décès de notre auteur préféré sur une note un peu plus triste. On est en deuil de l'auteur François Blais, qui est tellement notre auteur préféré qui est sur notre mur depuis quelques années. On l'aime beaucoup, puis peut-être qu'on organisera une petite vidéo là, en son honneur prochainement pour rendre hommage à sa carrière. Et puis, ben c'est ça, je pense qu'on peut... On part. On a lu beaucoup les mêmes livres cette fois-ci, fait que ça va être le fun, je pense, de débattre. Je pense qu'on est assez consensuel là-dessus. Eliane, veux-tu commencer avec peut-être le livre de Dominique Fortier? Oui, qu'on a lu toutes les deux, Les Ombres Blanches, publiées chez Alto. Chaque fois que Dominique Fortier sort un livre, c'est une fête, en tout cas pour moi. Surtout pour toi? Je pense que j'ai aimé tous ses livres. Celui-là est spécialement bon, spécialement réussi. Toi aussi, tu l'as aimé? Oui. C'est un peu ce qui vient après son précédent, les Villes de papier, où est-ce qu'elle parlait d'Emily Dickinson. Et là, on est après son décès. Donc, on fait le tour de son entourage, sa famille, ses voisins, ses amis, autant qu'elle pouvait avoir des amis. Son ami au singulier, mettons. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus son héritage. Comment est-ce qu'on va organiser ses écrits? Comment est-ce qu'on va respecter sa volonté? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu, ou plutôt pas voulu publier? Comment est-ce que les gens vont s'approprier son histoire, son talent, Pour y rendre hommage. Oui, c'est ça. C'est vraiment bien fait. Donc, on passe d'un personnage à l'autre. C'est lumineux. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Ben, en fait, moi, j'avais été un peu moins certaine, moins sous le charme peut-être de Les Villes de papier, donc le précédent titre, parce que je trouvais que peut-être ça collait un peu moins, parce qu'elle parle un peu d'elle dans tout ça. Et pourtant, j'avais vraiment beaucoup aimé Au péril de la mer, où elle, encore une fois, reprend ce procédé-là, de faire une histoire un peu plus de fiction avec de l'autofiction là-dedans. Mais dans Les Villes de papier, on dirait que ça m'avait peut-être moins convaincue. Là, je trouve qu'il y a une réserve qui est nécessaire parce que dans l'œuvre d'Emily Dickinson, peut-être dans sa vie, du moins, il y avait cette forme de réserve-là, genre de pudeur qui fait en sorte que ça colle vraiment très bien. Le thème de la mort, de ce qu'on laisse, de notre de l'héritage, de faire de sa vie quelque chose et comment y arriver, est vraiment, vraiment bien exploité. Il y a des réflexions là-dedans qui sont vraiment profondes, qu'on a envie de relire, qu'on a envie, c'est ce genre de livre-là qu'on a envie de corner les pages, souligner des extraits. Là. C'est pas un thème qu'on aborde souvent dans le roman. Effectivement. On ne voit pas ça souvent. C'est quand même intéressant de l'aborder. Puis elle parle un peu aussi de sa vie durant la pandémie, où elle est peut-être un peu plus près de l'expérience d'Emily Dickinson, contrairement à dans Les Villes de papier. Là, elle le comprend, peut-être la notion de confinement puis d'isolement, puis c'est vraiment, vraiment réussi. Très, très beau. Moi, je l'ai écouté en livre audio. Il y a les parties où elle parle d'elle, Dominique Fortier, c'est elle qui les lit et ça fait vraiment une expérience qui est singulière. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Voilà. Voilà.
Ben, veux-tu y aller avec Plessis, justement, Eliane? Oui, je peux faire ça. Ah, moi, j'ai trouvé ça réjouissant comme livre. Ouais, si j'ai un mot à dire sur ce livre-là, c'est réjouissant. Bon, chaque année, le prix Robert Clich nous étonne. L'année passée, c'était Tout théorie qui l'avait remporté. Là, on est dans quelque chose de vraiment différent. Je peux pas dire que c'est un roman historique. Je peux pas dire que c'est un roman policier. Je peux pas dire que mais c'est tout ça en même temps. Joël Bégin s'est approprié l'histoire du Québec au moment de la mort de Duplessis. Et il en a fait ce livre-là assez étonnant. Bon, c'est un roman, là. Il y a beaucoup d'informations historiques qui sont vraies. Le contexte historique est correct, mais il se l'approprie, puis il en fait, ça dégénère un peu. C'est comme s'il y avait une bulle au cerveau qui était passée, puis là, il nous garoche ça des mains. C'est un livre qui est drôle, qui est amusant. Moi, j'ai ri fort. C'est assez rare que je ris en lisant, puis celui-là, il m'a fait rire. Donc, c'est ça. C'est un jeune policier de Trois-Rivières qui va enquêter sur le coma, décès, disparition de Maurice Duplessis. OK, fait que c'est vraiment après la mort de Duplessis? C'est pas clair. C'est ça. C'est ça. Au début, on sait pas trop dans quoi on embarque. Puis, c'est ça, ça dégénère. Mais on va croiser à travers les pages toutes sortes de personnages de l'histoire qui ont existé. Il y a Gérald Godin, il y a Denis Vaugeois, il y a... C'est ça, toute cette clique-là. Pour nous autres, à Trois-Rivières, c'est spécialement amusant parce que ça se passe chez nous, ça se passe au Parc Champlain, ça se passe à rue Bonaventure, sur la rue Horte. Fait que, tu sais, c'est à côté de chez nous, là. On voit les lieux, on peut aller voir, on sait exactement de quoi il parle. Mais je pense que même si on n'est pas de Trois-Rivières, on peut aimer ça puis s'imaginer, parce que, bon, c'est le portrait politique aussi de l'époque. Donc, c'est ça, c'est assez noir. Et si on connaît pas vraiment ces personnages-là, est-ce qu'on manque les codes puis on passe à côté de quelque chose? Non, parce que c'est ça, et comme il y a une grande partie de fiction là-dedans, ben on y trouve notre compte quand même. C'est ça. C'est pas nécessaire là, d'avoir des études en histoire du Québec pour apprécier ce livre-là. On pourrait faire fi de toutes les références historiques puis quand même l'apprécier comme œuvre littéraire. Réjouissant. Et puis, tu sais, je pense que peut-être tu disais que c'était assez loin de toute théorie, mais il y a quand même quelque chose peut-être dans le jeu de la langue, dans l'inventivité qui fait une suite intéressante dans la ligne éditoriale, mettons. C'est très bien écrit. T'sais, autant dans toute théorie, là, on était dans quelque chose de vraiment flyé, là, limite fantastique. Là, on est moins là-dedans, quoique, il y a quand même des éléments étonnants, là, mais la langue est belle. C'est bien écrit. C'est une langue belle? Oui, c'est ça, c'est pas une façon de raconter les choses qu'on est habitué de voir, de lire. Puis c'est réussi, c'est maîtrisé. Mais il y a beaucoup de travail dans ce livre-là. Beaucoup de travail. Ouais. Ah ben oui, je pense que c'est quoi, 7 ans, 6 ans, là? Ouais. OK. 14 000 notes, 17 000. Bon, bravo, Eliane. Ben, en tout cas, on va lire ça, puis on en a vraiment, vraiment beaucoup en stock, donc n'hésitez pas. On va tous le lire, on pourra tous vous en parler. Merci, Eliane. Benoît, est-ce que tu veux aller de l'avant avec le premier livre sur le dessus de ta pile? Ma lecture, on va poursuivre dans peut-être un peu l'esprit roman noir. Moi, c'est ça, je lis pas souvent du policier. Puis, je me suis dit, il fallait que je fasse un peu de rattrapage. Une fois de temps en temps, il faut qu'on varie les plaisirs. J'ai lu Thomas King, un auteur que je vois passer régulièrement. J'entends parler beaucoup, puis je n'avais jamais lu. Ça s'appelle Meurtre sous un ciel de glace. C'est avec son inspecteur Dreadful Water. Il y a déjà eu, je pense, 2 autres romans là, auparavant, mais il y a quand même plusieurs années. Puis il ramène dans cette... Moi, j'avais lu aucun autre roman, donc je peux dire que ça se lit très bien si on n'a jamais lu. Tu as commencé par celui-là. Exactement. On n'a jamais lu de Thomas King, c'est pas grave. Je pense que le gros plaisir de ça, puis je pense que tu l'as lu, Eliane, là, les personnages, le personnage central, mais les personnages autour, fantastiques. Ils ont toujours un petit quelque chose. Premièrement, il est un peu bougon, là. On s'entend, là, le personnage principal, il veut juste avoir la paix. Puis les discussions entre les personnages, c'est un petit village dans le nord des États-Unis, le Montana ou quelque chose comme ça. C'est un endroit un peu perdu, où il y a une réserve indienne juste à côté. Justement, le personnage principal, il est autochtone. Puis, tout le monde est un petit peu... tout le monde se connaît dans le village. Fait que tout le monde se fait des petites blagues quand ils se rencontrent au petit restaurant là, du centre-ville. Tout ça. Il y a toujours... Toute cette connivence-là est
vraiment extrêmement réaliste. On voit des personnages qu'on connaît, là, des petits messieurs qui se font des petites blagues puis des petites pins. Fait que c'est fantastique, cette espèce de setup-là, cette espèce d'ambiance-là. Évidemment, il y a un meurtre, là, on s'entend que c'est un policier. Il y en a plus qu'un, même, qui éventuellement qui arrive. Mais c'est pas nécessairement la chose la plus importante parce qu'on a déjà du plaisir à juste les voir vivre entre eux autres puis avoir leur relation de village avec le médecin, avec le shérif puis tout ça. Justement, le shérif, il veut prendre des vacances, il est supposé aller avec sa femme. Sa femme va absolument aller au Costa Rica. Il cherche quelqu'un pour le remplacer pendant 2 semaines. Fait qu'il demande justement à Dreadful Water, qui est un ancien policier, qui là, tout à coup, veut plus être policier. Lui, ça fait des années, c'est ça derrière lui. Il est juste dans ce village-là pour être tranquille, avoir la paix. Puis le shérif est sur son dos, il dit faut que tu me... Puis là, il traîne avec lui, là, il traîne Dreadful Water partout. Puis là, le meurtre, un deuxième meurtre. Tout à coup, ça commence à devenir une affaire un petit peu plus... qui prend plus d'envergure. Dreadful Water, évidemment, se prend un peu au jeu de commencer à embarquer dans le travail de shérif, même s'il n'arrête pas de dire qu'il veut. Ça ne l'intéresse pas pantoute. Bref, faut pas en donner trop parce que c'est une histoire policière. Mais c'est très bien ficelé, ça marche très bien, on arrive à la fin, mais le gros plaisir, c'est de voir ces personnages-là interagir entre eux autres, c'est fantastique. Ouais, moi j'avais lu le premier, puis mais j'ai pas lu le second. Fait que c'est ça, on peut passer d'un à l'autre là, dans l'ordre, dans le désordre. C'est sûr, on va en apprendre toujours un petit peu plus là, sur son passé, puis sur les personnages qui gravitent autour de lui parce qu'ils sont savoureux, sont délicieux. Là. Puis c'est pas le genre de livre qu'on va lire nécessairement pour l'intrigue, comme tu disais. C'est vraiment ces personnages colorés-là dans cet univers plus morne. Là. Mm-hmm. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai ri la réplique, la façon dont il parle. Puis, à chaque fois qu'il tombe sur... qu'il faut qu'il mène une enquête, il veut jamais. D'un livre à l'autre, je pense qu'il voudra jamais. Puis, mais il sait qu'il va le faire. Puis on le sait qu'il va le faire, mais c'est le comment est-ce qu'il va se rendre à le faire qui est drôle. Ouais. Mais je pense que toi, tu as lu les deux qui sont sortis chez Allez, puis tu avais peut-être des réserves quant au premier, puis tu t'es plus emballé pour le deuxième. Bien, c'est parce que ça a été écrit plus récemment, fait que je trouvais que c'est moins daté, parce que le premier, bon, il a été écrit quand même il y a un petit bout de temps, puis bon, ouais, c'est ça, fait que tu sais, on avait l'impression que c'était plus loin derrière. Là, c'est plus actuel. Fait que peut-être commencer par lui. Ben oui, mais tu sais, l'autre, c'était pas mauvais non plus. Tu sais, je peux pas dire que je me souvienne de l'intrigue, mais je me souvenais vraiment bien du personnage puis de tous ceux qui sont autour. Fait que tu sais, on peut les retrouver d'un livre à l'autre puis on s'attache à eux autres. Là. Ils sont détestables. Ben, on va suivre Thomas King. Là. C'est intéressant que Alire nous propose ça, d'aller dans cette branche-là du roman policier, mais du point de vue des Autochtones, là, c'est un bon choix. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on continue avec le roman un peu de genre et vous y allez avec Blackwater? Ah, ben vous êtes en train... C'est dans les only. OK, excusez. On n'avait pas fini. J'avais pas bien lu mes notes. C'est à mon tour. Ben, moi, j'ai lu Circé. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux se rappellent peut-être, là, il y a un mois, j'avais fait un genre de concours pour mes abonnés où en fait je savais absolument pas quoi lire. On avait reçu une grosse promo d'un livre en format poche, j'avais envie de toutes les lire, toutes les acheter, donc j'en avais sélectionné 4 qui me tentaient et j'avais demandé aux gens de voter pour ma prochaine lecture, et c'est Circé qui avait remporté les honneurs. Alors, je l'ai lu avec intérêt, curiosité. Toi, t'avais beaucoup aimé ça, tu pourras nous en parler aussi. T'es un petit peu surprise quand même? Ben, ouais, moi j'avais essayé là de me coltiner l'Iliade puis l'Odyssée, puis j'avoue que j'avais pas j'avais peut-être un souvenir cauchemardesque de mon passage en histoire antique à l'université. Fait que c'était laborieux, donc j'avais peut-être peur de pas avoir les codes, et au contraire, en fait, Circé nous donne les clés, et j'avoue que j'ai envie de reprendre mon expérience de mère suite à la lecture de ce livre-là. Au départ, c'est sûr c'est déstabilisant parce qu'on entre dans un univers où ben tu sais on est chez les dieux grecs là finalement là, et c'est quoi Circé déjà, genre une sorcière là, c'est les personnages de la mythologie grecque là qui vivent dans leur vie de tous les jours. Fait que il y a peut-être un petit quelque chose de oh boy, OK. Avec son père qui est Hélios, le dieu qui se promène avec son le chariot du soleil là, tu sais. Donc c'est sûr que ça. Mais à partir du moment, mettons après 2 chapitres où on fait comme oh boy, OK, tu sais, je vais peut-être trouver ça vraiment détestable.
ben là, on s'attache aux personnages et c'est leur vie de tous les jours. Tu sais, c'est finalement la fille qui est un peu en conflit, en rébellion face à sa famille, qui cadre pas tout à fait, qui a peut-être des désirs qui lui sont propres, qui diffèrent du reste de sa famille. Et elle va découvrir ses pouvoirs finalement, parce que bien sûr, elle a des pouvoirs. Et ces pouvoirs qui sont quand même assez puissants, elle va être condamnée à vivre en solitaire sur une île pour la punir. Et c'est des gens qui sont... Ces gens-là sont immortels. Ben, c'est ça. Alors, elle va être condamnée à vivre pour l'éternité seule sur une île. Ça parle de ses amours, des gens qui passent dans sa vie. Et bien sûr, elle va rencontrer un jour Ulysse, le héros de l'Odyssée. Donc, c'est vraiment... C'est un roman féministe, un roman sur... c'est une histoire d'amour, une histoire de pouvoir, de rédemption. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très bon. Ça se lit... c'est captivant. Ouais. As-tu quelque chose à ajouter? Ben oui, c'est ça. Mais même si on n'est pas méga fan ou extrêmement curieux de la mythologie grecque, ça reste quand même, en gros, c'est une histoire qui est... Je sais pas, il n'y a pas tant de magie ou de choses que ça. Il y a quelques petits détails une fois de temps en temps. Mais ça passe bien. C'est des personnalités, c'est les relations entre ça, c'est elle, Ouais. sa solitude, puis son exclusion, puis toutes ces espèces de trucs qu'on peut comprendre, qu'on peut s'attacher. Puis comme, tu sais, c'est dans leur quotidien, les éléments qui font partie tu sais, du savoir populaire sur la mythologie, elle nous les présente d'une façon qu'on les comprend mieux, tu sais, ça rend ça plus terre à terre, fait que il y a des trucs là-dedans, tu sais, par exemple, le Minotaure, le labyrinthe de Dédale, tu sais, c'est des trucs qu'on croise là-dedans et qui nous sont rapportés de façon factuelle et soudainement, on est comme « Ah, c'est ça qui est arrivé! » Fait que c'est quand même... Moi, je me suis senti plus intelligent en sortant de là. Ouais, vraiment! Puis ça, c'est ça, c'est comme des faits un peu... tu sais, de son quotidien à elle, là, qui nous donne les clés, finalement, de la mythologie grecque. C'est pour ça, c'est quand même... c'est de même qu'on aurait dû apprendre ça à l'université, Monsieur Sonnet. Fait que, voilà, pour ça, c'était vraiment, vraiment... merci, mes abonnés, d'avoir voté pour Circé. C'était un bon choix. Et puis, on termine dessus avec notre ami Philippe. Ben oui, une lecture. Oh, ça, je va pense pas que ça tiendra tenir, pas. Une lecture qu'on a fait tous les trois, en fait. Ouais. Oui. Ben moi, je l'ai lu après vos conseils de lecture. Vous aviez Ben, dit que vous aviez bien aimé. On t'a pas laissé le choix, je pense. Hein? Non. On t'a un peu obligé. Ouais. Mais on a tellement eu des bons C'est une mots pour le prescription. livre que ben, je pense que tout le monde à qui on en a parlé a eu envie de le Ouais. lire et a aimé ça. Ouais. C'est toi qui as commencé, qui a ouvert le bal en lisant. Je pense que tu es peut-être plus familière avec Philippe Besson, cet auteur français-là, dont tu as lu plusieurs livres, je pense. Oui, quand même. Puis ça fait longtemps qu'il publie, puis je me souviens que... Depuis 2001. Ça fait, ben c'est ça fait 20 ans que je le lis. Vas-y. Ah, OK. Ben, en fait, ça se passe en une nuit sur le train qui relie Paris à Briançon et on va suivre une espèce c'est un peu un roman choral, si on veut. On va suivre à peu près 5-6 groupes de passagers qui sont sur j'allais dire ce vol-là, mais sur ce train-là, ce trajet-là. Et dès le départ, l'auteur instille une petite dose un peu de suspense en disant qu'il va y avoir un mort. Donc, moi, je suis entrée là-dedans. Mais on peut pas en dire trop en même temps. Non, mais moi, je suis entrée là-dedans en me disant, oh boy, OK, c'est un suspense, là. C'est un roman un peu d'intrigue. Et finalement, c'est plutôt une ronde de personnages. On va puis des gens qui sont assez nuancés, mais qui représentent différents spectres générationnels. De milieux différents, d'âges différents. C'est ça. Il y a, en tout cas, c'est ça, de professions différentes. Ça couvre vraiment, vraiment large. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis il y a comme un peu des chocs de génération, des chocs de milieu social qui fait en sorte que ça... Mais c'est pas forcé. Hein? Ça a l'air totalement naturel. C'est tellement écrit avec... c'est limpide. C'est pas de la démagogie, là. Ouais. Non, c'est ça. Puis c'est pas une thèse là, de voici des classes sociales qui se rendent. Non, c'est juste qu'il a mélangé du monde comme ça arrive dans les trains habituellement. Hein? On s'assoit où est-ce qu'on s'assoit, puis ça se peut qu'on jase. Si on a envie. Il y en a qui jasent, là, c'est ça. Mais il y a une lucidité quant à l'esprit humain, à l'humain en général. Donc, il est capable d'observer autour de lui, puis de rendre ça dans son texte avec une économie de mots. Parce que c'est quand même court. C'est pas très long, là. Puis les chapitres sont très courts, on passe d'un à l'autre, et puis à chaque fois, on a l'impression de dire
oui, je connais cette personne-là, ou je connais quelqu'un qui pourrait être cette personne-là. Donc, on peut la rattacher à pas un stéréotype, parce que c'est au-delà de ça. Puis les gens sont pas juste là à un niveau, là. Il y a plusieurs couches qui fait que il y a une profondeur dans chacun des personnages. Vraiment, puis il y en a qui est vite oui, puis on établi. On le comprend tout de suite. On a souvent des parties de leur passé. Il y a des petits combats dans tout. Tu sens qu'il y a quelque chose. C'est vraiment pas unique. C'est vraiment bon. Ils ont chacun une motivation. Fait que quand la personne qui va mourir meurt, on a le moton. C'est très touchant. C'est tellement touchant. C'est vraiment bon. D'une grande humanité, ce livre-là. Ouais, puis tu sais, en fait, c'est vraiment d'un point tournant dans la vie de pas mal tous ces personnages-là, tu sais, pour différentes raisons. Fait que c'est comme le moment où la vie chavire, là. C'est vraiment très, très réussi. Moi, c'est mon deuxième, puis je dirais que c'est mon préféré, là, de Philippe Besson. Ben, je pense que oui, c'est mon préféré aussi, puis c'est pas mon deuxième. Donc, à lire, c'est sorti ça fait quelques mois quand même, cet hiver, fait qu'on n'est pas prêt de l'avoir en format poche, alors, mais 34,95, là, c'est pas... c'est un bon roman de parc, là, lecture un peu estivale, ça s'en vient là, quand il va arrêter de pleuvoir. Alors voilà pour Philippe Besson. Et qu'est-ce qu'on est en train de lire? Ouais, on lit quoi, les amis? Ben, allez-y avec... Beaucoup de choses, là, comme toujours, hein, on lit beaucoup de choses en même temps. Nous, on a commencé nouveauté qui est sortie chez Alto, qui est la série Blackwater. C'est une série en 6 tomes. Les 2 premiers sont sortis, mais je pense qu'à chaque mois, D'ici peu de temps, les 6 vont être c'est ça, vous n'avez pas à attendre 2 ans. D'ici quelques semaines, mois, vous allez avoir toute la série. Parce que moi, c'est ça qui me dérange de commencer une série, c'est de finir un tome puis de dire non, il faut que j'attende comme 1 an. Et là, je débarque des fois l'histoire. Mais là, il ne faut pas débarquer. Ouais, vous ça nous laisse juste assez le temps là, entre la parution, par groupe de 2, de se demander mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, de les recevoir. Parce que c'est vraiment, de ce que je comprends, le livre se termine, mais tu sais, l'action est sur pause, puis c'est comme si on écoutait des épisodes un peu, là. Ça ressemble à on pourrait faire le parallèle avec une série télé, parce que chaque épisode, il y a des choses qui se terminent un peu, mais l'histoire, on sent qu'elle est vraiment, vraiment pas finie. Donc, c'est vraiment un épisode d'une longue histoire. C'est pas des... l'auteur, c'est Michael McDowell. Moi, je le connaissais pas vraiment, là. Je pense qu'il était quand même un succès populaire aux États-Unis. Ça a été écrit dans les années 90 ou quelque chose comme ça, là. Ça a été 83 même. C'est encore plus vieux que ça. Donc, ça a été récemment traduit en français, puis édité sous cette magnifique... en collaboration avec Monsieur Toussaint Louverture en France. Alors, c'est chez Alto pour la version québécoise et Monsieur Toussaint Louverture en France, pour notre public français. Jeté vraiment un coup d'œil sur le visuel qui est vraiment extraordinaire. Ah, vraiment. Et comme toujours, hein, le souci du détail qui fait qu'on a envie de découvrir ce qui se cache sous la couverture. Ça se passe, ça commence, évidemment, c'est sur plusieurs années. Ça commence en 1919, sud des États-Unis, l'Alabama, un petit village qui s'appelle Perdido. C'est au confluent de 2 rivières, la Blackwater puis la Perdido. C'est un petit village vraiment assez petit, 3 aciéries. C'est la seule à peu près activité économique là, de cet endroit-là. Tout le monde pas mal travaille là. Il y a un quartier noir et un quartier blanc. On est en 1919, hein, c'est encore, puis surtout en Alabama, c'est assez ségrégué. On peut dire ça. Quand ça commence, là, la scène, on en parlait hier, là, moi, la scène quand même du début donne une bonne idée de l'ambiance. La ville est inondée, c'est la crue, qui est le titre aussi du premier tome. Mais une crue de plusieurs mètres de haut, à peu près peut-être un 6 mètres d'eau dans la ville. Donc tout est inondé, les gens ont fui la ville. On a Oscar qui est le fils de la famille qui a une des grandes aciéries. Donc c'est un fils de bonne famille, très riche de ce village-là. Il est en canot avec Brick qui est un petit garçon noir là, qui est à son service. Hein, dans ces familles-là, ils ont beaucoup d'employés, de serviteurs. Ils sont en canot, ils font le tour du centre-ville, voir un peu s'il y a quelque chose. Ils sont curieux, ils font le tour du village inondé. Ils arrivent devant l'hôtel, le seul hôtel qui est à plusieurs étages, je pense à 2-3 étages. Oscar voit quelque chose bouger dans la fenêtre de l'hôtel. Il dit à Bray,
en même temps, on va aller voir sur le bord de la fenêtre de l'hôtel. Bray, qui est un petit garçon un petit peu plus craintif, dit non, on va pas voir ça. Il y a des rats partout ici, c'est inondé, c'est dégueu. L'eau est brune et orange, c'est pas du tout invitant. Il a hâte de retourner chez lui. Oscar fait non, on va aller voir. Il y a quelque chose qui a bougé, puis c'était pas un rat. OK? Il s'approche de la fenêtre de l'hôtel. C'est une des chambres de l'hôtel du centre-ville. Et il y a une femme qui est là, qui est assise sur le lit. Puis j'en dirai pas plus, mais finalement, à partir de là, il va se passer beaucoup de choses. On se demande qu'est-ce qu'elle fait là, on se demande c'est qui. Et ça va continuer pendant des années, donc on s'imagine qu'il va se passer beaucoup de choses là, à partir de ce point de vue-là. Mais il y a toujours un petit fond inquiétant. Ah oui. Il y a on peut le dire, il y a un peu de surnaturel, mais en dose homéopathique quand même. Ben, ça a l'air que dans le premier, en tout cas dans le début, c'est à dose homéopathique, puis ça va empirer un petit peu. Moi, j'aime pas beaucoup le surnaturel généralement. Toi, t'as lu quel premier? Oui, je l'ai fini hier soir, puis là, j'ai vraiment hâte de le continuer parce que c'est ça se finit pas, là. On n'a pas de réponse, là. C'est un roman inquiétant, mais c'est ça, le surnaturel prend pas toute la place. Puis moi, c'est ça que j'aime, parce que c'est aussi une histoire de famille. C'est une histoire de petite ville du sud des États-Unis, comme on se l'imagine. C'est le genre de saga familiale. Ben, oui. Si on veut, oui. Parce que, on parle de mariage, de rivalité, de jalousie dans la famille. Et les caractères de ces familles-là, de ce village-là, c'est savoureux. Là. Ouais, on s'attache, on les déteste. Fait que c'est ça, au-delà du surnaturel ou du fantastique, il y a quelque chose d'humain ici, là, puis de la chronique familiale. Ben, j'ai bien l'impression que je vais tous les lire. Toi? Moi, je suis rendu au 4e tome, non. parce qu'on a eu des tomes un petit peu d'avance, nous autres. Puis ça continue sur sa lancée. C'est fidèle à nous. Mais ça se lit vraiment vite, là, parce que il me semble que hier, t'en avais lu 2. Là. C'est un petit 200 pages, c'est assez... mais dans le sens où tu t'embarques, là, c'est captivant. Là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours un petit... mais ce qui se passe beaucoup, c'est comme, évidemment, des trucs de famille, des histoires de Et ça, on aime ça, c'est notre genre, là. C'est ça. Il y a quelque chose qui rebondit une fois de temps en temps, qui est un petit peu plus étrange que d'autres à l'occasion. Fait qu'on dit, c'est réalisme magique, là. Ouais, on fait un petit pas de côté, là, puis on se... OK. J'invite les gens à essayer ça. En tout cas, moi, je l'ai pas fini, donc je peux pas exactement dire mon verdict final, mais jusqu'à date, j'ai du plaisir à lire ça. Ben là, c'est trippant, ça. Voilà. Moi, on est vraiment dans la thématique du mystère, un peu, je pense, parce que je donne la chance à Joël Dicker. J'avoue que j'avais, comme tout le monde, vraiment beaucoup aimé... Oh, non, ça fonctionne pas. Ça, c'est là, on voit plus ta face. Ah. Bon, OK. J'avais beaucoup aimé La vérité sur l'affaire Harry Québert, comme tout le monde, quand je l'ai lu là, à peu près autour de sa parution. J'ai ensuite lu le livre des Baltimore et ça m'avait quand même relativement déçu, donc j'avais abandonné le projet Joël Dicker. Et là, comme celui-ci semble emballer les lecteurs et les collègues libraires qui ont osé se lancer, j'ai eu envie de lui donner une ultime chance. Et bon, c'est la suite de La vérité sur l'affaire Harry Québert, alors je me dis... OK, je vais finir la boucle, là, puis, tu sais, ça sera ça. Et, ben, c'est ça, tu sais, en fait, j'ai lu, là, à peu près 150 pages. Ça se laisse lire, c'est captivant, c'est vraiment, tu sais, il place les personnages longtemps, là, fait que, ben, on est dans la suite directe avec cet auteur à succès-là qui a écrit La vérité sur l'affaire Harry Québert. Tu sais, c'est très près de... C'est comme une réalité parallèle de la vie de Joël Dicker, là, on dirait, là. Fait qu'il parle du livre des Baltimore, il parle de La vérité sur l'affaire Harry Québert, de sa relation qui s'est terminée avec Harry Québert et puis que ça a comme gâché sa vie un peu parce que c'était son seul ami. Il parle de sa relation avec le policier qui était impliqué dans le premier roman. Et il va y avoir un crime, donc le meurtre d'Alaska Sanders. On fait des allers-retours dans le temps. Fait qu'on est vraiment dans les codes, là, dans la recette. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il faut se rappeler du précédent? Ben, tu sais, en fait, ça fait quand même longtemps là, qu'on a lu ça. Ouais. Fait que il prend pour acquis que tous ne l'auront pas lu. Okay. Fait qu'il donne il nous le rappelle un peu en disant, vous vous rappelez tous sans doute, mais voici à peu près grosso modo ce qui est arrivé. Donc,
en le lisant, tu sais, moi je me rappelais pas là, des personnages tant que ça, mais tu sais, ça me revient parce que justement, il prend la peine de nous refaire une petite, il nous rafraîchit la mémoire un peu. Plaisir un petit peu plus grand si on a lu l'autre, j'imagine. Ben, tu sais, si quelqu'un est absolument méconnaît complètement cet univers-là, tu sais, peut-être que les lire Harry Québert, le livre des Baltimore, puis ça pourrait être encore un plus grand plaisir, mais tu sais, je pense que ça va être un super livre de vacances, tu sais, un truc qu'on se prend pas la tête, là. C'est peut-être moins mémorable, à mon sens, que La vérité sur l'affaire Harry Québert, mais ne boudez pas votre plaisir, chers lecteurs. Si ça vous tente, lisez-le. Voilà. Et j'ai aussi mis le nez dans ce livre-là. La soirée est un désir d'évaporation chez Libre Expression de Anne Genet. C'est pas son premier livre. Elle avait fait un premier roman et un recueil de nouvelles jadis. Là, donc, c'est son 3e ouvrage. Le titre avait piqué ma curiosité car je suis une joggeuse et je suis beaucoup, donc ça m'a captivée. Et voilà, mais pas par désir d'évaporation, voilà. Et c'est l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui vient d'avoir 50 ans, qui est en couple avec le même mari depuis des années, qui a eu des enfants et qui se met à la course. Et en fait, c'est du point de vue de l'homme qui, lui, est un peu assis dans ses habitudes, qui a peut-être un léger problème d'alcool, une dépendance à la cigarette, jeune retraité, tu sais, qui est plus vieux que sa femme, donc qui est dans la soixantaine, qui fait pas grand-chose de sa vie, qui voit sa femme se remettre à la course et qui la voit faire plus attention à son apparence et qui sent qu'il y a quelque chose qui se passe, donc qui va un peu essayer de la mauvaise façon de la garder à la maison. Fait que voilà, c'est assez... c'est vraiment très, très bien écrit, là, une écriture vraiment maîtrisée. Voilà, fait que, à suivre pour ça, mais à date, c'est bien intéressant. Qu'est-ce qu'on lit, mes chers amis? On est déjà rendu à qu'est-ce qu'on lit? On est déjà rendu là, ça va bien? Moi, je vais lire Ma fin du monde de Simon Roy, qui avait fait Ma vie rouge cubrée. Qu'on avait beaucoup aimé. Qu'on avait beaucoup aimé. Puis là, il arrive avec quelque chose de très personnel. Ben, je veux dire, tous ses livres sont personnels parce qu'il s'inspire beaucoup de ses obsessions, de sa vision des choses. Puis... Oui, puis beaucoup la question de la vérité, hein, oui, qui est un très fondamental dans son œuvre. Là. Et puis là, ben, c'est sa fin du monde à lui, parce qu'on sait qu'il est malade. Et puis, c'est son dernier livre. Et fait que c'est ça. C'est comme son testament, si on veut. Ouais. Je sais pas. J'ai hâte, puis j'ai peur de commencer à le lire, là, parce que j'ai l'impression que ça va être troublant, bouleversant, émouvant, triste, mais j'ai l'impression que ça va être bien fait. Voilà. Ben oui, parce que c'est ça, Simon Roy a une tumeur maligne au cerveau, donc il a écrit sous influence, finalement, de la maladie, autant émotionnellement que physiquement, là, donc il y a quelque chose aussi de très... La maladie est très présente, probablement, dans ce livre-là, là, donc ça doit être... Sachant qu'il était condamné. Là. Oui, et avec les limites que la maladie lui apporte, hein, fait que ça doit être... on va le lire, c'est certain, parce que c'est un auteur grand auteur. qu'on a beaucoup lu, beaucoup aimé. Ça va être assez unique. Hein? Voilà. Moi, je vais lire Les Netanyahou de Joshua Cohen. Ce livre-là a gagné le Pulitzer du roman cette année, en 2022. Ça avait déjà piqué notre curiosité quand même. Oui, quand on l'a reçu, hein, tu sais, c'est quand même précisé ici, là, bon, ils disent tout ça qu'Eliane va nous dire, là, mais c'est Joshua Cohen nous prouve qu'il est le plus talentueux des auteurs anglophones contemporains. Nicole Krauss, qu'on a beaucoup aimé. Les attentes sont très, très hautes parce que là, on le compare à Philip Roth, puis en tout cas, des auteurs vraiment très, très talentueux américains. J'ai lu juste quelques paragraphes, là, juste pour goûter. C'est sûr que ça a l'air extrêmement bien écrit. Le sujet est quand même intéressant. Le personnage principal est un professeur d'histoire. Ça se passe dans les années 60. Oui, c'est ça. Puis, ça vous dit sûrement quelque chose, les Netanyahou, c'est une famille évidemment israélienne. Il y a Benjamin Netanyahou qui est comme mon chat. Qui était premier ministre de longtemps. Ça a un rapport exactement avec ça, effectivement. C'est sa famille qui est allée aux États-Unis. Je pense que c'est son père qui va justement chez ce prof-là. Avec ses enfants, donc avec le petit Benjamin. Le petit pendant qu'il est enfant, donc
c'est cette rencontre-là entre le fameux professeur d'histoire un peu paumé là, qui va rencontrer cette famille-là, puis qui va se passer des trucs. Ça a l'air ça va être assez abracadabrant. Je sais pas trop, il va se passer beaucoup de choses, on dirait. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, comment ça a l'air brillant. En tout cas, on sait pas grand-chose, mais ça a l'air bon. Cool. Fait que moi, je vais vous en reparler probablement. Et toi? Ben oui, pour terminer, hein, moi j'avais vraiment beaucoup aimé American Dirt de Janine Cummins. Et là, ça, c'est sa nouveauté, son nouveau roman. Ben, c'est pas un roman, c'est un récit. Et je pense que c'est assez différent d'American Dirt. C'est plutôt un truc personnel, donc on est plus près du récit d'enquête, je pense, parce que un soir d'avril 91, il arrive un accident qui implique sa famille à elle, la famille Cummins, et qui va changer le cours de leur vie. Et c'est de ça dont le livre parle. Alors, la société américaine, la justice, les inégalités. J'en sais pas davantage, mais ça pique ma curiosité parce que c'était parfaitement bien écrit. Le récit était enlevant dans American Dirt. Là, c'était ciselé, là, fait que je pense que ça pourrait être bon. Fait que ce sera ma prochaine lecture. Ça s'appelle Une déchirure dans le ciel. Merci. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va lire. C'est ce qu'on va lire. Fait que c'est tout pour déjà ce nouveau épisode d'En direct de l'Exèdre. Puis pour terminer, peut-être qu'on peut piquer votre curiosité. On a un petit projet qu'on va développer. On n'en dira pas plus, mais on se fait bien rire. Voilà. Un projet le fun, drôle. Oui. Si on aime ça, on s'imagine que d'autres vont aimer ça. Voilà. Fait que, c'est comme voilà. ça qu'on fonctionne, nous autres. N'attendez pas que d'autres le fassent pour vous. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Bonne lecture. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sous la publication. On aime ça, vous lire, vous entendre. Et puis, on sait que vous allez sûrement juste lire les livres que suggéré Benoît, mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Merci. Bye bye.